Enregistrement démarre, tu me dis, et on y va. C'est bon, ça a démarré. Eh bien, bonjour à tous. Je vois qu'il y a encore quelques participants qui arrivent juste à temps. Bienvenue à ce webinaire Pass au Next Stage, petit jeu démo avec SQLi. Ce que je vous propose, c'est que je vais faire une rapide introduction pour vous présenter SQLi pour ceux qui ne connaissent pas, parce que vous êtes venus là, j'imagine, parce que vous avez vu la pub sur LinkedIn. Donc on va en dire deux mots, on va surtout prendre du temps et laisser la parole à nos quatre intervenants qui vont parler du sujet de ce webinaire. Alors SQLi, qui est-on? Eh ben, on est un groupe principalement européen. On existe depuis un peu plus de 30 ans, 32 ans, à faire des projets dans le digital. On est plus de 2000, dont la moitié en France, avec une forte implantation géographique. Donc on a plusieurs agences en France, Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Nantes et, Rouen. et Rouen. Rouen, il m'en manquait une. Et on est présent dans 13 pays, donc comme vous voyez, principalement en Europe, mais également au Maroc, à Dubaï, à l'île Maurice, sur des petites centres de services. Enfin, pas au Maroc, il est grand. Nos activités, c'est développer des expériences digitales. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est du web, du mobile, du e-commerce, sur des solutions cloud, etc., à base de développement custom, donc un développement de A à Z de ces plateformes pour nos clients, ou de solutions, c'est-à-dire l'intégration de solutions qui nous permettent de gagner du temps pour proposer les meilleures expériences à nos clients. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler d'agilité au sein de nos projets. Donc on en entend parler, j'imagine, vous, dans vos formations, et puis nous, au quotidien aussi dans nos projets. Comment ça se passe concrètement? On va parler d'outillage aussi autour de nos projets de développement. On va parler architecture, et après, on va, par l'exemple, vous présenter un projet type du lancement à la mise en production. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par se présenter, donc les différentes personnes qui vont intervenir, et puis après, on va rentrer dans le vif du sujet. Ouais, c'est moi qui démarre. Bonjour à tous. Moi, c'est Émile Chometon. Je suis le plus vieux ex-stagiaire au sens temps dans SQLi. Moi, je suis rentré en stage en SQLi en mars 2019, donc ça fera 4 ans en début d'année prochaine. Je viens d'une école d'ingé, donc j'ai fait Télécom Saint-Étienne en informatique et réseau. Et je suis rentré à SQLi sur un stage orienté plutôt DevOps. Donc à l'époque, c'était un peu nouveau, on tâtonnait là-dessus à SQLi. J'ai fait durant mon stage pas mal de choses différentes sur des projets pour mettre en place des pipelines d'intégration continue, de l'infra as code, des choses comme ça. J'ai beaucoup travaillé ensuite chez un client qui s'appelle EnergyPool sur des problématiques de haute disponibilité, d'infra, de choses comme ça. Et depuis, j'ai travaillé chez EnergyPool tout en étant en parallèle sur des sujets, on va dire, transverses à l'agence d'industrialisation, de choses comme ça. Et maintenant, je suis principalement à l'agence sur des sujets transverses où je fais de l'accompagnement interne des projets, tout ce qui tourne autour du DevOps, de l'infra, du cloud, de la CI. Et je suis aussi formateur interne pour tout ce qui est autour des sujets DevOps, CI, Git, Docker, la CI/CD et ces choses-là. Voilà pour moi. On a Est-ce que vous avez toujours la présentation? Ouais, on a perdu Priscilla. On a perdu le partage. Ouais. Et peut-être même plus connecté du tout d'ailleurs. Je peux peut-être continuer en attendant. Ouais, mais je vais peut-être essayer de repartager le document à sa place. Hop. Ouais, je vais repartager le document à sa place. Hop. Ok. Vous me dites quand vous le voyez. Il est arrivé, ouais. Ok. Ok. Donc reprenons. Moi c'est Géraldine. Bonjour à tous. Je suis chez SQLi depuis 1 an.
Alors moi, j'ai un profil un petit peu particulier parce que j'avais commencé ma vie professionnelle en tant que développeur pendant quelques années suite à l'obtention de mon BTS. Et après, j'ai changé pour faire complètement autre chose. J'ai fait à peu près 17 ans dans la publicité en ligne, surtout dans les relations clients, puis le management. Et j'ai récemment voulu revenir au développement web. Et donc, pour me mettre à niveau et revoir un peu les nouvelles technos, j'ai décidé de faire un cursus rapide à la Coding Academy chez Epitech à Lyon. Et suite à cette formation, j'ai été prise en stage chez SQLI, un stage de pré-embauche en PHP. Donc mon stage s'est effectué d'octobre 2021 à avril 2022 de cette année et j'ai ensuite été prise en CDI. Donc depuis mai 2022, je suis en CDI et je suis développeuse PHP Magento 2 et en ce moment je travaille sur un projet de site e-commerce en B2B. C'est tout. Et Kevin? Et bonjour à tous, Kevin, très content d'être là. Alors comme Géraldine, et puis un peu comme tous les quatre, hein, vous l'entendrez au cours de la présentation, SQLI, on cherche surtout des stagiaires qu'on va embaucher derrière. Donc moi j'ai fait un stage de pré-embauche aussi, en React Native en janvier de cette année, en CDI depuis juillet. Et j'ai un profil d'ancien reconverti. J'ai démarré une reconversion dans le web 2015-2016 en faisant un bachelor, pardon, chef de projet web. Et à l'issue de ça, en fait, j'ai monté ma startup. J'ai pas vraiment eu le temps d'aller bosser dans le web à part pour moi. Et puis, c'était une super expérience, mais le dev me plaisait déjà pas mal. J'avais envie de creuser, donc du coup, j'ai fait un bootcamp, le réacteur, qui est sur Paris, mais du coup, moi, je l'avais fait en distanciel depuis Lyon. Et à l'issue de ce bootcamp, eh ben, j'ai intégré SQLI au mois de janvier. Donc bonjour, Bonne. bonjour à tous. Je suis Antoine Rilly, donc je sors de CPE Lyon. Je suis sorti de CPE Lyon maintenant il y a un peu plus d'un an. J'ai eu mon diplôme en tant qu'ingénieur en informatique et réseau. Et je suis rentré dans les rangs du coup en tant que stagiaire chez SQLI à partir de février 2021. Donc en tant que stagiaire, j'ai eu l'occasion de travailler sur 2 projets. Je travaillais d'abord sur Oscar, qui est un projet interne à SQLI et si vous avez la chance de participer, au stage, vous aurez sûrement, aussi, affaire à ce projet-là et j'ai également travaillé sur le projet Plaza, qui est un projet avec un des clients de SQLI et maintenant depuis un an, depuis plus d'un an maintenant, je travaille, sur EDF, sur le projet Turbo. Donc j'ai la chance de travailler sur, Java, sur différentes versions d'Angular en tant que développeur full stack et aussi en tant que CDI, chez SQLI. Donc moi, je suis Priscilla Rebel. J'ai une formation au départ de communication marketing et j'ai démarré ma carrière dans le pilotage de projet. Donc chef de projet, directrice de projet. Donc je suis arrivée à SQLI en 2011 et depuis 2016, je suis ce qu'on appelle une business unit manager. Donc j'ai en charge le pilotage d'une équipe qui réalise des plateformes web et e-commerce. Et donc, mes responsabilités, c'est d'aider les commerciaux à aller chercher les projets chez nos clients, d'encadrer l'équipe, mais également toute la partie RH et recrutement. Eh ben, bonjour à tous, moi c'est Benoît Iacono. Moi j'ai fait une école d'ingénieur aussi, comme Émile ou comme Antoine. Et je suis sorti de l'école un petit peu avant, par contre, en 2003. Et j'ai commencé ma carrière en tant que développeur Java pendant quelques années. Et puis après, j'ai fait de la gestion de projet, j'ai été consultant, ou on dit business analyst aussi, c'est presque pareil. Et j'ai fait aussi de la direction de projet, j'ai fait beaucoup d'avant-vente. Donc l'avant-vente, c'est ce qui se passe avant de faire un projet. Et puis depuis 2017, voilà, je suis l'homologue de Priscilla sur la partie développement spécifique qu'on appelle Smart Build chez SQLI. Donc tout ce qui est custom dev d'applications métiers. Voilà, et dans ce cadre-là, je fais du management, de la direction de projet, de la RH et du recrutement, et aussi d'organiser tout ce dispositif stagiaire pour lequel on est réunis aujourd'hui.
Et à mon tour de terminer ce tour de présentation, justement, moi, c'est pareil, je n'ai pas un parcours très original, hein, puisque j'ai aussi fait une école d'ingénieur il y a quelques années. Et j'ai commencé sur des postes de développement Java, responsable d'application, et ensuite j'ai évolué dans la filière gestion de projet, on va dire, hein, en prenant des rôles de chef de projet, de directeur de projet. Et puis ensuite, j'ai été en charge d'une première équipe, puis d'une seconde équipe, et je suis arrivé chez SQLI il y a 5 ans maintenant. Et donc, j'occupe le poste de responsable de la Mobile Factory. Donc, c'est l'entité qui regroupe toutes les personnes qui vont travailler sur la conception, la réalisation d'applications mobiles pour iOS, pour Android, et ce pour le compte de tous nos clients au sein du groupe SQLI. Et j'ai à peu près les mêmes activités que Benoît et Priscilla qui viennent de se présenter. Et Priscilla, du coup, je te laisse reprendre la main sur le support. Donc voilà, vous l'avez compris, on est 7 à présenter ce webinaire, 4 anciens stagiaires, et puis Priscilla, Benoît et moi, en tant que responsables de différentes équipes. Et donc maintenant, je passe la main à Kevin pour parler, pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Merci Timothée. Et ben pour commencer, en fait, on voulait vous donner un petit peu une idée de la chronologie d'un stage chez SQLI, parce que quelle que soit la techno sur laquelle vous êtes embarqué ou le service auquel vous allez appartenir, il y aura vraiment des points communs. Le premier, c'est une période d'incubation où en fait, on va vraiment vous accueillir et vous donner les moyens d'intégrer le mieux possible votre entité. Donc, ça va passer par des périodes de formation sur les outils qu'on peut utiliser ou sur la méthodologie qu'on va employer. Ça, c'est Géraldine qui vous en parlera un petit peu après. À l'issue de cette période d'incubation, il va y avoir une période qu'on appelle d'onboarding, où c'est simplement vous allez intégrer vraiment l'équipe projet et être présenté à l'équipe, présenté aux clients, participer aux premières instances, les premiers rendez-vous avec le client. Et puis petit à petit, alors on dit que c'est une période de 5 mois, mais c'est un peu relatif aux stagiaires et à votre compétence et à votre niveau. Et vous allez pouvoir prendre vos propres tickets, commencer à coder par vous-même. Peut-être au début, ce sera participatif avec un autre dev qui est plus expérimenté. Et puis, vous allez être un petit peu plus lâché au fur et à mesure de l'avancée de votre stage. Et ce qui est très important, c'est que sur toute cette période, donc c'est stage de 6 mois hein, en général, il y a vraiment un suivi sur la partie ressources humaines et un accompagnement technique. Et ça, j'y reviendrai un petit peu plus loin. Alors, comme l'a dit Kevin précédemment, lors de l'incubation, on suit toute une liste de formations, du coup, pour nous mettre dans le bain et puis surtout pour pouvoir nous intégrer au projet et monter en compétences dès le départ. On passe par, entre autres, une formation Scrum, car la majorité des projets sont en agilité. C'est une formation en interne et SQLI nous donne aussi la possibilité de passer une certification, donc c'est une formation Scrum Developer pour les développeurs. Mais ceux qui le souhaitent aussi peuvent passer une formation Scrum Master. Au niveau des outils, on est formé sur Git, GitLab et Docker, des outils que sûrement la plupart d'entre vous connaissent déjà ou pas. Mais en tout cas, c'est des outils qu'on utilise au jour le jour chez SQLI, donc très important pour démarrer sur des projets. On est sensibilisé aussi à l'UI UX, à l'analytics et au SEO, donc tout par des équipes présentes chez SQLI. Donc ça nous permet vraiment d'avoir en fait un overview du coup de ce que font aussi les autres équipes et comment elles interagissent sur les projets. Même si du coup on n'en est pas directement responsable, ça permet, au bout d'un moment dans le projet, on va forcément travailler avec eux, donc ça permet aussi de comprendre comment ils travaillent et ce qu'ils font. Niveau côté qualité, cette année il y a 2 nouvelles formations, le Software Craftsmanship et la Calimétrie, où là on va plus être formé sur la qualité du code, sur comment bien concevoir un projet et bien structurer notre code. On en parlera plus tard aussi, mais on fait aussi constamment des peer reviews avec les plus seniors dans notre équipe et les experts techniques. Et enfin, en fonction de la spécialité du stagiaire, on va avoir des formations sur nos technos, donc sur Java, Magento, React Native, etc. Moi, perso, du coup, je suis arrivée sur Magento 2 et j'ai été formée une semaine en distanciel par notre équipe du Maroc sur Magento 2, donc avant de commencer sur mon premier projet.
Géraldine a abordé un petit peu les notions d'accompagnement technique. C'est vrai qu'on va faire beaucoup de pair programming quand c'est possible. L'idée du pair programming, pour ceux qui n'ont pas la notion, c'est vraiment de coder à 4 mains et du coup de bénéficier du retour d'expérience de l'un de l'autre, de la compétence de l'un de l'autre. Ça permet d'aller plus vite et de monter en compétence ensemble sur une tâche, quelle qu'elle soit. Toujours dans la partie technique, il y a ce qu'on appelle les revues de code croisées. Donc, c'est les fameuses MR quand on utilise GitLab ou PR sur GitHub. Donc, ça, c'est Antoine qui en parlera un petit peu plus loin. Mais ces revues de code, elles permettent non pas de juger la qualité de votre code, mais de faire des retours toujours positifs et bienveillants pour aller dans le bon sens et de faire quelque chose de clean, notamment de clean code. À la mobilité, donc le service auquel j'appartiens, on fait ce qu'on appelle des flash tech. Donc, c'est des petites présentations très courtes. On va aller faire un petit retour sur une librairie qu'on a testée ou un outil qu'on a testé, soit à titre perso, soit sur le projet sur lequel on travaille, pour le partager avec les collègues. Et ça permet simplement, avec des press très rapides qu'on fait assez régulièrement, de monter en compétence sur une nouvelle techno ou un nouvel outil. Donc ça, c'est vraiment la partie technique. Il y a toujours le support des leads qui est là. Ils sont toujours disponibles. Tu peux revenir sur la slide. Ouais. Toujours disponible et bienveillant. Et ça, c'est quelque chose de vraiment hyper appréciable. C'est qu'on n'est pas parqué dans un coin. Ils sont vraiment là à côté de nous. On peut les solliciter sans problème. Et c'est vraiment hyper appréciable. Et puis, sur la partie ressources humaines, il y a vraiment quelque chose de différent chez SQLI. J'ai quelques années d'expérience. J'ai fait pas mal de boîtes. Et c'est vraiment là, l'entreprise où j'ai trouvé que l'accueil était le mieux fait. L'intégration est la mieux faite, vraiment. Il n'y a que des gens bienveillants. L'idée, c'est de ne pas vous lâcher dans la nature, de vous aider à grandir, de progresser. Et c'est aussi pour ça que c'est un stage de pré-embauche, je le redis, ce n'est pas uniquement pour SQLI, mais c'est aussi pour vous, quoi. L'idée, c'est de vous faire grandir et de vous rendre au personnel de manière la plus efficace possible. Moi, je vais vous parler un petit peu d'agilité sur les 2 prochaines slides. Mais je rejoins ce que disait Kevin aussi sur la bienveillance. Et en fait, sur la majorité des projets chez SQLI, on bosse en agilité, on bosse en équipe, vraiment. Et en fait, ça fait qu'on ne se sent pas du tout seul, on n'est pas du tout posé et largué sur un projet tout seul, on est vraiment en équipe, que ce soit avec d'autres développeurs, avec le chef de projet, le BA, etc. Et donc l'agilité aussi nous permet d'atteindre ça. Alors c'est une timeline typique en fait d'un projet en agilité chez SQLI. Donc on utilise la méthode Scrum. La méthode Scrum, c'est une méthode de gestion de projet agile qui est basée sur des itérations cadrées et courtes de 2 à 3 semaines, qu'on appelle aussi des sprints, et dont l'objectif c'est de livrer de la valeur assez rapidement pour collecter le feedback en fait du client régulièrement et pouvoir faire des changements si besoin. Donc chez SQLI, on démarre en général les projets avec une période de cadrage où là le chef de projet va du coup essayer de comprendre le besoin du client. Il y a différents profils aussi qui interviennent à ce moment-là, les équipes qu'on a en interne par exemple de UI, UX, pardon. Des profils techniques comme l'expert technique, un architecte technique, etc., le product owner, business analyst. Ensuite, une fois le cadrage terminé, le product owner va mettre en place du coup ce qu'on appelle les user stories. Alors, user stories, c'est des piliers, j'ai envie de dire, pour démarrer le code. En fait, c'est un peu une définition des différentes fonctionnalités que le client va vouloir qu'on développe. En général, c'est une phrase simple, par exemple, en tant que client, je souhaite accéder au suivi de ma commande pour suivre le statut de ma livraison. Et donc, ça va regrouper en général une user story, des maquettes de ce que le client veut visualiser, de critères aussi d'acceptance et de règles métiers. Donc, par exemple, afficher telle condition, si, etc. Et plus la user story du coup sera complète, et plus du coup le travail pour le développeur sera facilité, et puis on va pouvoir aussi développer plus facilement la fonctionnalité. Et une fois une fois le product backlog est défini, le chef de projet du coup va mettre en place les rituels auxquels on va participer. Donc avant de démarrer le sprint, on commence par le sprint planning, où là c'est quand on va définir et discuter de qu'est-ce qu'on va travailler sur les prochaines 2 ou 3 semaines.
Pendant le sprint, on parle quotidiennement durant les daily meetings ou aussi appelés les stand-up dans certaines boîtes. Et c'est vraiment l'occasion un peu d'échanger sur ce qu'on a fait la veille, sur ce sur quoi on va travailler aujourd'hui, et puis surtout des juniors comme moi par exemple, qui sont encore juniors sur Magento, pouvoir dire en fait si j'ai besoin d'aide sur telle ou telle fonctionnalité, sur un ticket sur lequel je travaille, si je galère ou pas. Ça me permet du coup d'en parler et puis de récolter du coup l'avis de mes collègues ou justement de prendre une décision. Par exemple, si je ne sais pas quelle décision prendre ou si une direction n'est pas assez claire, ça me permet du coup d'en parler avec mes collègues à ce moment-là. Et donc en fin de sprint, on a la démo auprès du client lors de la sprint review, où là, c'est quand on va délivrer ce qu'on a développé pendant le sprint, et on va lui montrer donc comment ça fonctionne, et on va lui montrer toutes les fonctionnalités dont il voulait. Et à la fin, donc on fait aussi une sprint rétrospective, et la sprint rétrospective, ça permet de faire un point en fait sur le sprint précédent et en général d'essayer de trouver des moyens en fait pour augmenter la qualité et l'efficacité. Donc c'est vraiment un moment aussi où on peut vraiment s'exprimer. Le client y participe aussi, et donc on peut dire ce qui va pas, ce qui allait bien, qu'est-ce qu'on aimerait améliorer, qu'est-ce qu'on aimerait ne plus faire, par exemple. Donc ça permet à tout le monde en fait de vraiment librement s'exprimer et de partager et de prendre aussi, bien sûr, des décisions. Du coup, l'agilité, moi sur cette slide, ce que je retiendrai aussi beaucoup, c'est ça permet d'avoir vraiment une bonne collaboration, une bonne communication entre toute l'équipe Scrum. Et de pouvoir être aussi super flexible. Le fait que, par exemple, on délivre de la valeur régulièrement, on fait des tests et des déploiements en continu à chaque fin de sprint, ça nous permet du coup de délivrer de la valeur chez le client régulièrement et aussi surtout d'être super réactif en fait et de pouvoir rebondir dessus et de faire des changements. Ça arrive que le client change d'avis, ça arrive souvent dans mon projet, où la maquette change, ou une fonctionnalité change, ou peut-être une fonctionnalité n'avait pas été très bien comprise au début et donc a besoin d'être modifiée. Et du coup, le fait de travailler en agilité nous permet vraiment en fait d'avoir cette réactivité et de pouvoir intervenir très rapidement sur un changement qu'on nous demande de faire. Et donc, et au niveau de la communication, bien sûr, comme j'ai dit, il y a pas mal de meetings, on se regroupe vraiment régulièrement. Et puis, ce qui est top aussi, c'est qu'on est en communication directe avec le client. Si on a besoin de lui demander un détail par rapport à une fonctionnalité qu'on développe, si on a des questions par rapport à la maquette, etc., il n'y a pas de souci, on peut communiquer avec lui lors des différents meetings qu'on a. Donc pour les développeurs, c'est top, même en tant que stagiaire. Moi, sur mon projet, j'ai un autre développeur qui est encore stagiaire, lui, qui va commencer en CDI bientôt, dans quelques semaines. Mais du coup, ça permet vraiment en fait, d'être responsabilisé, d'être impliqué sur le sujet dès notre premier projet. On participe vraiment à l'évolution et la conception du projet et au développement. Donc vraiment, on apporte de la valeur ajoutée sur un projet réel. Donc c'est top. On continue de progresser du coup parce qu'on a des seniors quand même qui revoient notre code régulièrement. On a des experts techniques aussi souvent. Moi, j'ai l'expert technique par exemple qui m'aide aussi sur plus le côté PHP de mon code. Donc ça me permet aussi non seulement d'évoluer sur Magento mais aussi sur PHP. Et les échanges avec le client, comme j'ai dit, ça permet du coup d'avoir une super activité sur le projet et de pouvoir ne pas rester bloqué et de pouvoir vraiment évoluer et continuer sur le code. Ça a changé de slide, ouais. Et du coup, vu qu'on on est tous en communication régulière, ça nous permet d'avoir la même bonne vue d'ensemble sur le projet, de ce qui est attendu, de ce qu'on doit délivrer. Et donc vraiment, tout le monde sait à quel stade on en est, qu'est-ce qui va être livré les 2 prochaines semaines, etc. Donc on est vraiment tous sur la même longueur d'onde, et que ce soit nous en interne et aussi le client. Donc c'est un bon environnement pour travailler. Allez, c'est à moi. On va parler techno maintenant. On a parlé organisation agile et on va un peu parler des différentes technos. Alors, ce qui est présenté ici, c'est les technos principales parce qu'il y a plusieurs. On a des technos principales et ensuite il y a d'autres choses qu'on utilise un peu plus à la marge. On a fait 3 grosses patates. La première patate, c'est la business unit, enfin l'équipe de Pris qui fait des choses autour des solutions
qui tourne autour du PHP, e-commerce, CMS, etc. Donc, principalement basé autour du PHP. On a Drupal, Magento, Symfony, Laravel et Proximus qui sont présentés ici. Ouais, j'ai dû réviser les logos parce qu'ils ont enlevé les noms en dessous et c'était pas évident. Je mets au défi de quiconque de retrouver tous les noms ici. C'était un piège pour toi, Émile. Ouais, j'essaie. Donc voilà, des solutions principalement basées autour de PHP pour ce qui est, on va dire, du back-end et de la solution intégrée. Donc là, on est plutôt en intégration de solutions existantes. On a ensuite la mobilité l'équipe de la mobilité, donc de Timothée. Cette fois-ci, donc comme son nom l'indique, on est sur des solutions mobiles. Donc Android, iOS, avec des solutions qui sont natives Android ou iOS, ou des solutions cross-platform. Là, dans les solutions qui sont listées, on a Kotlin, Swift, React Native et Flutter, qui sont les 4 principales solutions, langage utilisé actuellement, on va dire, langage et framework utilisé actuellement. Et pour finir, l'équipe de Benoît, donc Smart Build. Donc là, c'est des applications métiers vraiment spécifiques, quoi, du dev 100% custom, qu'on fait principalement, je dis bien principalement parce que c'est pas les seules choses qu'on utilise, autour de la stack, on va dire Java Angular. Donc Java Angular autour de Spring Boot et vous avez la petite accolade à côté avec d'autres technos, donc du Node qui va pouvoir servir pour du back, des choses comme ça, de l'intégration front, de l'Azure, de la AWS, voilà. Plein de petites choses. Ça, c'est les technos principales, mais on a plein d'autres choses autour de ça et on se tient à la page des divers technos qui sont utilisés. Ok. En parlant de se tenir à la page, on essaye de se tenir à la page aussi sur ce qui va entourer le code que les développeurs produisent. Donc principalement avec ce qu'on appelle la forge chez nous. Donc c'est un ensemble d'outils en fait qui vont être utilisés pour faire de l'automatisation, faire des tests, toutes ces choses-là. Donc nous, on utilise principalement GitLab. On a notre petite instance de GitLab Combustion tous les jours et qui nous sert à exécuter des tests avec GitLab CI et même exécuter des tests, builder, déployer et même envoyer jusqu'à la production de nos applications. Donc voilà, ça s'articule avec des outils qui sont pas tous listés ici, mais voilà, les principaux qu'on va utiliser, ça va être du SonarQube, du Nexus et Docker qui est assez centralement utilisé, que ce soit pour les postes de dev ou pour les on va dire l'usine de build ou même le déploiement. Donc un truc où on essaye d'être toujours un peu moderne. Ensuite, on a un magnifique nuage de mots où on parle. Alors c'est un peu mélangé entre les différents types d'architecture applicative et on a aussi injecté dedans un peu des méthodes de dev. Donc voilà, c'est pour dire que pareil aussi sur les archis applicatives, on a des choses on va dire standard classiques comme le MVVM, MVC, on va dire plutôt classique. Il y a des trucs un peu plus qu'on utilise moins souvent, mais qui sont assez à la mode, des microservices, des choses comme ça. Voilà. Émile, il y a une question là, je t'interromps vas-y. 2 secondes. Il y a une question là sur ce que tu disais par rapport au DevOps. Là. Est-ce que les développeurs travaillent aussi sur la partie DevOps ou vous avez des profils pour ça? Alors, on a 2 profils pour ça. Donc autant vous dire que c'est pas tous les DevOps qui font ça. En fait, les développeurs, on y reviendra plus tard, mais les développeurs, ils sont accompagnés, formés, aidés là-dessus. Mais le but, et d'ailleurs c'est le but de la philosophie du DevOps, hein, c'est que ce soit l'équipe de dev qui soit autonome là-dessus. Donc en fait, nous, on n'a pas une équipe qui fait de l'intégration, de l'automatisation. On a un ensemble d'experts techniques qui vont être là pour aider les gens, aider les développeurs à mettre leurs choses en place, les aider à monter en compétences, mais il n'y a pas un profil dédié par équipe, par BU ou par agence. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Merci. Et puis on reviendra sur la seconde question posée là, sur le travail à distance à la fin de la présentation. Ok. Et voilà. Alors,
Donc, on a parlé architecture applicative et on va parler maintenant architecture, on va dire, de l'infrastructure. Là, je vous présente un magnifique schéma d'infrastructure digne des plus grands. Notre très cher directeur technique Pierre-Antoine, je ne sais pas s'il est là, mais je pense qu'il serait très fier de moi. Donc voilà, plus sérieusement, si on passe à la slide suivante, on a quelques infras qui sont dessinés, enfin du coup vraiment schématisés. Non, la slide ne veut pas passer. Ou alors je ne la vois pas. Non, bon, on reste là-dessus, c'est pas grave. Hop, super. Voilà, donc là, on a mis deux petits exemples d'archi. Il y en a une, celle qui est à gauche, et une archi qui est sur Azure, donc le cloud de Microsoft, et l'autre qui est sur AWS. C'est des archis qui sont assez classiques. On a des trucs un peu plus goldés avec de la lambda, du microservice, du serverless, des choses comme ça. Bon, c'est assez indigeste à mettre en presse, à expliquer, mais voilà, on a tout type d'archis pour du back-end, des choses comme ça, qui sont plutôt intéressantes. En dessous, on voit les principaux cloud providers avec lesquels on travaille, qui sont les principaux cloud providers, donc AWS, Azure et GCP. Et on a aussi listé quelques outils qu'on utilise dans cette démarche cloud, donc du Terraform, de l'Ansible et du Packer. Donc voilà, on parlait de l'accompagnement tout à l'heure. Magnifique image de la One Direction technique. Bon, c'est pas exhaustif, ça représente pas l'intégralité des experts qui sont à l'agence, hein, mais peut-être les meilleurs et les plus beaux, je ne sais pas. Donc voilà, une équipe d'experts techniques qui sont là pour aider les projets en transverse, qui font un peu goal volant pour aider tout le monde et faire grandir les développeurs et principalement les stagiaires, donc en les accompagnant pour les aider. Donc on a eu une belle... Antoine. Ouais, je la récupère. On a eu une belle démonstration de toutes les technos qu'on pouvait utiliser, etc. Mais là, maintenant, on va rentrer sur une partie un petit peu plus. Vous, nous, les devs, qu'est-ce que nous faisons et sur quoi on peut travailler. Donc un petit peu plus de factuel. Donc dans un premier temps, je vais vous mettre un contexte exemple, par exemple, d'une marque pour qui on travaille au sein de SQLi, qu'on va appeler ici mes bijoux en ligne, et quelles tâches on pourrait accomplir dans cette mission. Donc, par exemple, parmi les tâches, on peut avoir soit des bugs, soit des évolutions. Parmi les bugs, pour par exemple une entreprise qui travaille dans les bijoux, on peut avoir la résolution d'un bug sur une connexion au site en ligne. Et sur les évolutions, on peut avoir dans la recherche de bijoux, on peut avoir le rajout d'un nouveau critère sur une type de pierre, par exemple, ou alors on peut avoir un ajout d'échange sécurisé. Donc ensuite, ces données, plutôt ces informations, ces tickets, on va se les partager entre les membres de l'équipe. Donc, soit on se les partage en fonction de la complexité, soit des envies. Donc, par exemple, ici, le ticket de bug et le premier ticket d'évolution, on pourrait avoir une personne qui s'en occupe, uniquement une personne. Et par exemple, le ticket concernant l'ajout d'échanges sécurisés, il pourrait être traité, comme ça peut être un sujet intéressant, il peut être traité en pair programming par deux personnes qui travaillent de pair pour développer cette fonctionnalité. Voilà, ça, ce serait des exemples de ce qu'on pourrait faire. Alors, ce que disait Antoine, c'est que finalement, un dev à chaque fois, en tout cas pendant sa période de stage, après durant sa vie, ça peut être un peu différent, mais sur la période de stage, on va être amené à raisonnement traiter deux points, quoi. C'est on va résoudre des bugs ou développer des évolutions pour des apps web apps ou des apps mobiles. Et comment on s'y prend à chaque fois? Bah, c'est pas bien compliqué, hein. Au final, on a des process qui sont plutôt bien définis. On va d'abord se poser avec l'équipe de dev pour étudier la problématique, alors que ce soit un ticket de bug, on va faire une petite analyse du bug pour voir comment il se produit, c'est quoi le scénario exactement, le cas de test qui a été éprouvé pour reproduire ce bug-là. Et dans le cadre d'une évolution, bah, on va avoir en général une maquette, on va avoir une US, donc c'est ce que précisait tout à l'heure Géraldine, une user story,
qui va nous dire ce que fait l'utilisateur pour réaliser telle ou telle action. Et ensuite, une fois que cette problématique est posée, et tout à l'heure Antoine parlait de découpage en sous-tâches, alors si on est tout seul, évidemment, ces sous-tâches, ça va nous permettre de répartir le travail sur le sprint, donc qui est de 2 ou 3 semaines en général sur les projets. Et on peut être à plusieurs sur une US et donc se répartir aussi des sous-tâches, ce qui permet d'avancer plus rapidement sur le traitement d'une US. Évidemment, il y a le traitement de cette tâche qui est faite, alors que ce soit un bug ou une évolution, c'est un petit peu la même chose. Et ce qui est très important, on en parlait un petit peu en amont tout à l'heure sur la partie qualité, mais c'est qu'on passe beaucoup de temps à faire des tests, que ce soit des tests fonctionnels, des tests unitaires qui sont directement imbriqués dans le déploiement, ou des tests qui peuvent être faits par des QA, que ce soit chez SQLi ou à l'extérieur. En tout cas, c'est très important pour toujours délivrer du code propre et des fonctionnalités qui fonctionnent. Et du coup, je redonne la parole à Antoine qui, après le développement, du coup, va vous faire un petit focus sur la partie déploiement. Yes. Du coup, on va partir en équipe et en disant que pour que le fonctionnement d'une équipe soit parfait entre développeurs, on a besoin d'un Git flow. Donc chez SQL, on travaille majoritairement avec Git. Et donc là, vous pouvez voir par exemple le schéma simplifié d'un Git flow avec les branches qui peuvent être des branches qui peuvent être utilisées. La master sera généralement la version qui sera déployée en production. La develop sera la version entre les développeurs, donc à laquelle on rajoute des fonctionnalités, mais ça je vous en parle juste après. Et ensuite, en vert, vous pouvez voir les features du coup, qui sont du coup les fonctionnalités qu'on va coder et ensuite qu'on va rajouter sur la branche develop. Et à chaque fois qu'on sort une nouvelle version en production, donc pour que le client puisse l'utiliser, cette nouvelle version, elle va être directement reprise depuis develop. Alors attends, voilà, parfait. Donc il y a 3 termes qui peuvent être très importants à prendre en compte. C'est le terme de merge request. Donc ça, c'est la partie feature que vous voyez en vert. C'est la proposition de code et l'ajout ou la modification dans le code initial qu'on se partage entre les développeurs. Ensuite, il y a une partie qui est review de code qui n'est pas imagée dans le Gitflow, mais qui est en fait une partie vraiment dans le processus de développement au sein d'une équipe. C'est une personne qui va proposer une merge request et et les autres personnes de l'équipe qui vont directement lire cette merge request, donc cette proposition de code, et en fonction des erreurs ou non, mettre des commentaires sur cette merge request pour permettre au code d'être le mieux possible. Pardon. Et finalement, on a la partie de merge qui est donc la partie où nos features sont rajoutées à la branche de develop. Et à ce moment-là, on a la fonctionnalité ou le bug qui est réglé dans cette branche de develop et qui peut ensuite être disponible à la mise en production. Voilà. Je rajouterais juste une chose, si on passe un peu de temps sur GitLab, c'est parce que stagiaire, ça tous était un petit peu obscur à un moment quand on est arrivé chez SQLi. La notion de, alors déjà, Git, tout le monde ne travaille pas forcément en équipe projet quand on est en école ou dans un bootcamp. On peut travailler tout seul sur son petit projet et c'est quand même pas la même chose de travailler avec d'autres développeurs. Et chez SQLi, on vous formera sur l'utilisation. Alors nous, on utilise GitLab, il y a GitHub aussi, hein, mais chez SQLi, on utilise majoritairement GitLab. Et Gitflow, c'est pareil, vous serez formé à cet outil-là et ça vous changera vraiment la vie pour coder avec d'autres développeurs. Et de souvenir, c'est Émile qui fait la formation. Exactement. Ouais, il n'y a pas que moi, mais normalement, il n'y a pas que moi. Mais bon. C'est Emile qui l'a fait à Lyon, en tout cas. Voilà. Mais du coup, SQLi, bon, on a beaucoup parlé de technologie, on a parlé de tout, de développement, etc. Mais avant tout, c'est quand même un grand groupe. Donc là, vous voyez, on est 7 à le représenter. Mais finalement, c'est au sein de, par exemple, de Lyon, on est plus de 200, il me semble, à travailler et à faire des activités. Donc là, vous pouvez avoir quelques exemples de ce que SQLi peut proposer. Ce sera par exemple des soirées. La semaine prochaine, par exemple, on a une soirée pour Halloween, des soirées à thème, des soirées pour Noël, par exemple.
des repas, on peut partager, enfin c'est régulier de partager des repas le midi quand on est à SQLI avec tous les amis du bureau. Et puis d'autres tournois entre BU, par exemple des tournois de jeux vidéo. On a des Switch, on a une PS4, il me semble. Ouais, on a une PS4 aussi. Et puis aussi du poker ou du baby-foot. Enfin, en gros, on a Pétanque, vraiment pas mal de choses. pas la pétanque. Et la pétanque, bien sûr, les tournois sportifs, vraiment très sportifs. Donc voilà, une belle organisation, mais en soi, il y a plus que le développement, il y a beaucoup plus. Merci. On arrive au bout de ce webinaire. Donc, il y a un certain nombre de questions qui ont été posées. Peut-être, Tim, tu veux les Ouais. rebalayer et puis qu'on y réponde à celles auxquelles on n'a pas répondu sur live, à l'oral ou soit par écrit dans la conversation. Exactement, ouais. Je vais reprendre les quelques questions auxquelles on n'a pas répondu. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser dans le chat également. Ou bien à lever la main si vous souhaitez les poser à l'oral. C'est le moment. Et juste avant de passer sur les questions, voilà, je voulais juste rajouter un petit mot en disant qu'un stagiaire qui nous rejoint, l'idée c'est vraiment de le former et qu'il soit prêt à rentrer dans la vraie vie active derrière. Et on considère nos stagiaires comme un membre à part entière des équipes projets sur lesquelles ils travaillent. Et que c'est pour ça que ce sont des stages de pré-embauche. Hein. Voilà, un stagiaire est considéré comme les autres et on fait le maximum et tout un accompagnement sur différents aspects. On vous en a parlé, RH, technique, etc. pour le mettre dans les meilleures conditions pour tirer le plus profit de son stage et qu'il apprenne le plus possible de choses afin d'être autonome le plus rapidement possible. Et puis tout ça dans une ambiance qui est très, très sympa, comme vous l'a illustré Antoine il y a quelques instants. Et donc, je reprends le fil des questions. Donc, il y avait une question sur le travail à distance. Donc, je vois que vous travaillez à distance. Est-ce que c'est du full remote ou quoi? Donc, il y a plusieurs modes de travail à distance. Effectivement, oui, sur nos projets, on n'est pas toujours tous les jours assis les uns à côté des autres. D'une part, parce qu'il y a pas mal de télétravail qui est proposé aux collaborateurs. Et donc, pour toutes les personnes qui travaillent dans les endroits où des agences SQLI sont présentes, on propose jusqu'à 3 jours de télétravail par semaine. Donc, autrement dit, il y a 2 jours dans la semaine où on est présent avec des collègues à l'agence, et puis 3 autres journées qu'on peut faire chez soi en télétravail. Donc là, forcément, ça implique d'être en capacité de travailler à distance. Hein. Même si bien souvent, dans chaque équipe, il y a au moins une journée dans la semaine où on va demander à toute l'équipe d'être présente ce jour-là pour qu'il y ait quand même certaines journées où on puisse voir l'ensemble de l'équipe, l'ensemble de ses collègues. Et ça permet, entre autres, de caler à ce moment-là certains événements, comme on a pu évoquer, ou d'avoir au moins de manière régulière, une fois dans la semaine, l'occasion de voir tout le monde. Donc il y a du télétravail qui est possible, hein, jusqu'à 3 jours. Et puis aussi, on s'est également ouvert plus récemment à intégrer dans l'effectif des personnes en full remote, même si pour l'instant, c'est plutôt réservé à des profils qui sont déjà confirmés ou expérimentés. Puisque notamment quand on est stagiaire, hein, c'est quand même vraiment intéressant de pouvoir se voir. Et Kevin parlait de pair programming tout à l'heure, ça peut se faire à distance, mais c'est pas tout à fait aussi qualitatif. Donc pour des profils vraiment juniors, on va préférer une présence au moins partielle du coup dans nos agences, là où le full remote peut être proposé pour certains profils plus confirmés ou expérimentés. Ensuite, il y avait une question sur le DevOps, mais ça, Émile y a répondu en cours de séance. Une autre question à laquelle on n'a pas répondu. Bonjour, est-ce qu'il y a des offres de stage PFE Bac+5 en développement Android, Java, Kotlin? Et quels sont les prérequis pour passer ce stage? Donc oui, il y a des offres de stage de fin d'études, donc PFE, pour du développement Android, Java, Kotlin. Et en fait, l'ensemble de nos offres de stage, vous pouvez les retrouver sur un lien qu'on va afficher sur la slide d'après. Et puis, je vais le copier-coller aussi dans la conversation, comme ça, vous pourrez le récupérer. Et donc, c'est un lien vers le site sqli.com et plus spécifiquement l'espace carrière.
dans lequel vous allez pouvoir retrouver toutes les offres d'emploi et notamment les offres de stage. Et vous en trouverez sur le développement Android, Java, Kotlin. Mais il y en a plein d'autres, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour pour voir un petit peu tout ce qu'on peut proposer. Et j'ai mis le lien déjà dans la conversation. Super, merci Benoît. Et donc, comment postuler à ce stage? C'est via ce lien, justement, en allant voir une annonce, il y a un petit bouton pour pouvoir postuler. Et donc là, ensuite, vous rentrez en relation avec l'une ou l'un de nos chargés de recrutement. Et ensuite, on échange ensemble, il y a des entretiens qui sont prévus, etc. Il y avait la question sur les cloud providers. Je crois, Benoît, tu y as répondu par écrit. Oui, peut-être mais comme je le webinaire est enregistré, peut-être lire la Ouais, réponse. j'allais le faire. Donc, je relis la question. Je vois que vous avez mentionné que vous travaillez avec des cloud providers. Est-ce qu'il y a des projets déployés sur site client, donc des déploiements on-premise? Et donc, la réponse est oui, il y a les deux. Ça dépend vraiment du contexte du projet, du client, ses préférences et puis le type d'application qu'on a à déployer et ses caractéristiques. Donc parfois, ce sont des déploiements dans le cloud, chez un des cloud providers qu'on a cités, et d'autres fois, c'est on installe les applications qu'on construit sur les infrastructures de nos clients, donc on-premise. Et Donc ça dépend des cas. des fois, le client a son propre cloud provider qui n'est pas forcément dans la liste. Je pense à Orange Business Service, Orange Cyberdéfense, je ne sais plus comment ça s'appelle, et on travaille avec eux pour ça, quoi. Donc voilà, c'est la liste des principaux providers qu'on utilise quand on ne fait pas du on-prem, mais suivant ce que les clients veulent ou ont déjà, on peut en faire une variété d'autres. Ensuite, il y a une question sur les salaires. Quel est le salaire de départ d'un ingénieur junior que vous proposez? Alors, je ne sais pas précisément si la question porte sur les salaires d'un stagiaire ou bien post-stage. Là, il n'y a pas forcément un salaire unique, ça dépend un petit peu du parcours et du niveau d'expérience de la personne. Et ça, c'est vrai et pour un stage et pour une embauche en CDI après un stage de fin d'études. Donc, je ne vais pas forcément donner de réponse là précise parce qu'elle ne conviendrait pas, elle ne s'appliquerait pas dans tous les cas. Néanmoins, c'est dès que vous rentrez en relation avec nous, avec quelqu'un au sein d'SQLi, en postulant à un stage ou bien à une offre d'emploi en CDI, c'est des questions qui peuvent être, voilà, que vous pouvez très vite amener et on peut vous donner déjà une fourchette pour savoir un petit peu dans quel à quoi vous attendre, hein, sans forcément dérouler tout le process. Donc là, c'est pas un sujet tabou, voilà, pour nous, on peut en parler bien sûr, mais en tout cas, voilà, on pratique des salaires qui correspondent à ce qui se fait sur le marché. Et puis d'ailleurs, c'est en train d'évoluer, hein, ces derniers temps, les salaires sont plutôt à la hausse ces dernières années, et puis plus spécifiquement cette dernière année. Et donc voilà, on suit un petit peu cette tendance et ce sont des salaires tout à fait cohérents au marché. Bonjour, est-ce qu'il y a des offres de stage PFE Bac+5 en développement? Oui, il y a bien des offres de stage de fin d'études pour du développement et dans les différentes technologies qu'on a pu citer en cours de présentation, du développement web, du développement mobile. Et dans le développement web, il y a plein de cas différents, développement back, développement front, des stages aussi en intégration HTML pur. Enfin voilà, il y a toute une diversité d'offres de stages pour du développement. Et d'ailleurs, la majorité de nos offres de stage concernent des stages de développement. Une autre question pour les développeurs Java Full Stack, est-ce qu'ils travaillent avec Angular ou React? Benoît, tu veux y répondre à celle-ci? Oui, j'ai répondu les deux, hein. C'est un petit peu comme les cloud providers ou on-premise. En fait, notre manière de faire, c'est qu'on répond avec la bonne technologie pour nos clients. Donc, en fait, on analyse le besoin du client et si on trouve que Angular est pertinent et on fait de l'Angular, si on trouve que React est pertinent, on fait du React. Voilà. Après, il est vrai que pour les applications métiers, on est plus penché sur de l'Angular pour une raison de maintenabilité. Et pour des applications peut-être plus grand public, on va peut-être plus se pencher sur React pour une raison de productivité ou de facilité de mise en œuvre pour aller plus vite, quoi. Voilà.
il y a différentes grilles de choix entre ces deux technologies, mais on fait les deux chez SQLi, quoi. Et même un peu de vue maintenant. Et même voir du vu, effectivement. Tu l'avais pas vu venir, celle-là. Il y a beaucoup de questions sur nos offres de stage au Maroc. Donc c'est pareil, n'hésitez pas à aller regarder sur le site carrière, les offres sont listées par pays. Voilà, donc là le lien qu'on vous a mis c'est les offres France, mais effectivement il y a des dispositifs de stage également dans nos équipes marocaines. Donc pour rappel, on est situé à Rabat et à Oujda. Voilà, donc le principal de nos effectifs est à Rabat. Et Ouais, récemment il y à a Casa. Et récemment à exactement. Casa, effectivement. Pardon, Donc, c'est on tout vient d'ouvrir nouveau. une troisième agence à Casablanca, Ouais. donc trois villes dans lesquelles SQLi est Ouais. présent au Maroc. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. Ouais. Et ils sont dans une démarche dans les différents pays dans lesquels on est présent. Donc là, on a fait le focus sur la manière dont on aborde les stages en France et en français, mais à l'international aussi, on a des dispositifs de stage. Donc il faut pas hésiter à aller regarder dans les offres d'emploi. Une question sur le processus de recrutement. Eh bien, on en a parlé tout à l'heure. Vous allez sur le site carrière offre d'emploi. Je vois que Swapna aussi, notre chargé de recrutement à Lyon, a mis dans les commentaires l'adresse mail spécifique pour l'agence de Lyon. Donc, vous passez soit par le site, soit par l'adresse mail. Ça marche aussi bien. Et après, nous, on essaie d'aller rapidement pour vous répondre. On vous donnera toujours une réponse, en tout cas, ça c'est sûr, pour vous proposer un entretien. Et ça se passe en 2 temps. On a un entretien technique et manager et un entretien RH. Dans lequel on discute de votre formation, de votre parcours, de vos attentes sur les stages. On repasse en revue la manière dont on envisage le stage, le type de projet sur lequel, selon votre profil et votre formation, vous seriez potentiellement intégré. Et on répond à toutes vos questions, parce qu'en général, il y en a beaucoup. On vous fait rencontrer nos experts techniques pour la partie qualification, les managers pour lesquels l'agence de Lyon, vous les avez autour de la table. Voilà, donc je ne sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, on est en recherche à partir de maintenant. On a une grosse période de stage, en tout cas à l'agence de Lyon, qui démarre plutôt en février, mais on ne s'arrête pas à ça. Et une personne qui a bien envie d'intégrer nos effectifs en stage, on trouvera toujours une petite place pour le faire travailler sur nos projets. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Ah, je vous en prie, Mourad. Non, ouais, c'est bon. On a. N'hésitez pas à répondre au sondage qui est dans la conversation, ce qui permet de connaître un peu notre auditoire et puis éventuellement d'avoir vos feedbacks sur cette présentation. Est-ce que l'un d'entre vous a d'autres questions? On va laisser encore quelques secondes si jamais il y a une autre question qui arrive. A priori pas. En tout cas, un grand merci pour votre participation à ce webinaire. On espère qu'on a été le plus clair possible et qu'on a pu vous illustrer un petit peu comment se passaient les stages chez nous et puis ce qu'on faisait, notre activité. Donc voilà, merci vraiment pour votre participation et puis n'hésitez pas à nous contacter via le site SQLi ou bien l'adresse mail qui a été communiquée dans le chat et on sera ravis de pouvoir échanger avec vous sur vos besoins de stage de manière un peu plus précise. Et puis merci à tous nos intervenants aussi, à tous les speakers qui ont déroulé cette présentation. Et donc oui, il y a une question, où est-ce qu'on peut trouver cette présentation? Donc, le meeting, le webinaire a été enregistré, donc le lien sera rediffusé probablement de la même manière que vous avez reçu l'invitation. Si vous avez laissé du coup des coordonnées, une adresse mail, je pense que vous recevrez aussi un petit message avec le lien vers cette présentation. Et puis si vous souhaitez encore une fois approfondir un peu plus et puis parler un peu plus précisément de votre cas, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous et on pourra en discuter avec plaisir.
On a une dernière question. PHP ou Java, quelle techno est la plus demandée? Les deux, C'est mon difficile de capitaine. répondre. C'est difficile de répondre à cette question. Il y a- les deux sont très demandés. Alors après, c'est plutôt une question d'affinité de ce qu'on a envie de faire, quoi. Donc je botterais bien en touche pour répondre à cette question entre le plus demandé, quoi. On continue à faire les deux depuis longtemps. C'est clair que PHP, on est plutôt côté web et Java plutôt côté application métier. Donc il y a eu une sorte de spécialisation qui s'est faite avec le temps. En tout cas, les projets continuent à vivre dans les deux entités. Donc effectivement, je botte en touche aussi. Mais il y a des demandes pour les deux, quoi. La demande est forte des deux côtés. Donc, Oui. mais quel est le plus? Je sais pas dire. Faut faire surtout ce qui vous fait plaisir en termes de développement, là où vous éclatez. C'est ça la bonne question. Et Pas ben, d'autres questions? Eh bien, on va pouvoir clore ce webinaire. Encore une fois, merci pour votre participation. Très bonne fin de journée à chacun. Et puis, à bientôt. merci à tous. Merci Au à tous. revoir, Merci revoir. beaucoup. Et bonne merci à soirée. tous. Merci, au Au revoir. revoir. Au revoir. Merci.